En ces temps troublés, la défaite de la pensée est-elle généralisée et le triomphe de la barbarie désormais effective? Non, mes amis, mes frères en humanité. Ne sombrons pas dans la terreur des ombres et maintenons la lumière de l'esprit et de nos cœurs. Impératif conscient, sapere aude. Osons penser par nous-mêmes, avec raison et justesse. L'objectif reste indéfectiblement nietzschéen également, nuire à la bêtise. À défaut, celle-ci triomphera, son partage au point que les autoritarismes d'antan paraîtront ternes et pâles, à côté de ceux qui auront réussi à servir les corps, certes, mais aussi et surtout les âmes. L'art de changer le monde et de bâtir une humanité meilleure, c'est par chacun, pour tous, ensemble et maintenant. Nous recevons aujourd'hui Stéphane Bellossine, entrepreneur dans l'innovation, président de Crédit Mutuel, mélomane et écrivain, pour son livre Le témoin du temps. Si j'ai souhaité vous inviter, c'est que dans ce livre, en exergue, il est dit que l'utilité de l'action, que ce soit de l'individu ou de l'homme politique, doit être mesurée par sa contribution à l'œuvre de fraternité de tous les êtres. Alors c'est très beau, ça conduit, c'est un fil conducteur de votre livre, mais avant d'aller sur ce fil conducteur, est-ce que vous pouvez nous dire qui vous êtes? Alors Stéphane Bellossine. Bonjour, qui je suis? Bon, c'est pas une question simple, mais bien sûr je vais essayer d'y répondre. Alors, je dirais que ce qui me caractérise peut-être en tout cas le plus simplement, c'est que je suis un citoyen du monde, ou en tout cas j'essaye de l'être. Alors, ça peut paraître un petit peu la tarte à la crème de dire citoyen du monde. Vous êtes un vrai citoyen du monde. Déjà, vous êtes né où? Oui, justement, je suis né à La Havane, à Cuba. Et quand je dis citoyen du monde, c'est parce que c'est quelque chose que j'ai un petit peu en moi, que j'ai vécu dans mon enfance, simplement du fait du travail de mon père, notamment, j'ai été ballotté entre différentes cultures, différents pays. Lesquels? Alors, Cuba, où je suis né. Ensuite, j'ai vécu mes 3 premières années. J'ai appris à parler, à marcher là-bas. Ensuite, fumer le cigare, non, c'est un peu jeune. Ah ouais, j'ai quitté à 3 ans. Mon père le fumait, mais finalement, ça m'a jamais tenté. Bon, c'est la vie. Ensuite, l'Algérie, où j'ai passé 5 années. L'Allemagne de l'Est. C'était donc les années 70, c'était là en pleine guerre froide, à la fin des années 70, donc l'Europe communiste, Berlin-Est. Ensuite, l'Iran, où j'ai vécu les événements troubles iraniens, juste après la chute du Shah. Révolution. Mais... Ouais. Et ensuite je suis arrivé en France uniquement à l'âge de 12 ans. J'avais jamais mis le pied en France avant. Et donc j'ai passé, disons, mon adolescence en France et également j'ai fait mes études d'ingénieur. Ensuite, j'ai un petit peu le virus du voyage en moi, forcément. Donc j'ai par la suite travaillé, donc, voilà, évidemment c'est en tant qu'adulte. Je suis allé travailler aux Pays-Bas, un petit peu aux États-Unis et aussi en Allemagne. Donc un vrai citoyen du monde. Vous y avez fait quoi pendant ces multiples vies comme activité professionnelle, entrepreneuriale, mais pas que? Mais pas que, oui. Alors pour l'activité professionnelle, donc, je suis ingénieur en télécom, donc j'ai travaillé dans ma spécialité, donc les télécoms, dans des entreprises globales comme France Télécom International ou British Telecom, donc à Amsterdam et en Allemagne. Pour Cisco Systems aussi, qui est une entreprise donc de l'Internet, aujourd'hui c'est la leader mondial pour les équipements Internet. Et donc un certain nombre d'années à chaque fois, aux Pays-Bas comme en Allemagne. Et puis j'ai aussi bien sûr tissé des liens avec bien des gens là-bas qui sont toujours mes amis. J'y vais d'ailleurs assez régulièrement. Et ici à Paris d'ailleurs, j'ai aussi des liens avec la communauté américaine, allemande. Et notamment pour mes activités d'entrepreneuriat, je suis membre des commissions franco-américaines, franco-allemandes
et aussi franco-irlandaise. Donc j'ai pas mal d'échanges avec la communauté de l'innovation et de l'entrepreneuriat à Paris. Alors, qu'est-ce que vous faites justement dans l'innovation, l'entrepreneuriat? Comment vous assurez vous-même la promotion de méthodes innovantes, de recherche? Qu'est-ce que vous entreprenez et pourquoi? Alors oui, c'est une bonne question. Alors, notamment, ce que j'ai fait ces dernières années, jusqu'à il y a un an, j'ai été pendant 10 ans, presque 10 ans en tout cas, enseignant à l'école de physique chimie de Paris. J'ai enseigné l'entrepreneuriat, enfin je faisais partie d'un module d'enseignement optionnel à l'intention des élèves de 3e année, des élèves ingénieurs de 3e année, qui a vraiment beaucoup de succès, hein. Il y a énormément de candidats parce que c'est... Vous voyez un développement de plus en plus? Ah oui, oui, bon, il faut bien avouer que c'est dans l'air du temps, hein. Depuis la révolution numérique, depuis 15 ans, l'Internet, ça fait miroiter bien des choses. Et aujourd'hui, quand on demande aux jeunes ce qui les fait rêver, c'est créer une start-up. Vous pouvez faire l'expérience, c'est vraiment ça. Alors, ils ont différentes motivations, hein, mais moi, ce qui m'a intéressé, c'est justement de voir un petit peu ce qu'ils avaient dans le ventre. Parce que les jeunes, c'est l'avenir, hein, quand même. Hein. Donc, alors, qu'est-ce qu'ils ont dans le ventre, qu'est-ce qu'ils ont dans le cœur et qu'est-ce qu'ils ont dans la tête? Alors, ce qu'ils ont... 3 points différents, peut-être. Oui, oui, ça fait 3 points différents, mais ça, qui peuvent se rejoindre, je pense. En tout cas, ils se rejoignent. Oui, oui, ils se rejoignent. Les jeunes, contrairement à ce qu'on peut dire, ils sont quand même... je trouve ça réconfortant parce qu'ils sont plus sages qu'on ne croit. En tout cas, plus sages que ce qu'on était peut-être à leur âge. Oui, bon, il faut dire que le monde se détériore de manière assez inquiétante, c'est peut-être pour ça. En tout cas, pour en revenir à votre question, ce qui les motive, c'est pas forcément devenir milliardaire en 6 mois, hein, ou moins de temps, mais c'est en fait avoir un projet et pouvoir le mener jusqu'à son terme, pouvoir construire quelque chose et de A à Z. C'est vraiment vraiment l'entrepreneuriat à proprement parler. Et puis le faire vivre longtemps. Et puis ensuite, bien entendu, il s'agit ensuite de faire grandir le rêve et puis de faire du profit aussi. Mais c'est pas comme on pourrait le croire, devenir milliardaire, vendre, faire une start-up, devenir milliardaire, revendre, etc. C'est pas ça. Donc ils ont vraiment ce projet, le projet d'entrepreneuriat à cœur. Et ils ont justement également en tête les considérations, je dirais, à la mode, comme l'entreprise solidaire, l'entreprise durable. C'est des choses qu'ils ont vraiment en tête quand ils travaillent sur leur projet. Oui, c'est quelque chose qu'on voit depuis une dizaine d'années, mais avec une accélération ces 4-5 dernières années, oui, où les jeunes souhaitent entreprendre pour se réaliser aussi, trouver du sens à leur propre vie, un engagement, faire des découvertes de belles choses, et en même temps pour apporter au monde. Pas simplement pour changer le monde, mais pour apporter leur pierre à un édifice spécifique. Alors, vous l'observez aussi, donc chez nos ingénieurs. Donc c'est rassurant. Oui, comme je vous disais, c'est rassurant. Alors, je suis moi aussi un petit peu entrepreneur, enfin un petit peu beaucoup même, puisque j'ai moi-même un projet, c'est vrai, sur lequel je travaille depuis pas mal de temps avec des associés. Vous pouvez nous en parler un petit peu? Oui, je vais vous dire 2 mots. Il s'agit... alors mes associés ont créé une société d'intelligence artificielle, je dirais. Ils ont développé un logiciel probabiliste qui permet un petit peu de prédire l'avenir parce que c'est à partir de données qu'on lui donne. C'est un petit peu relié au big data qui est aussi très à la mode, mais pas seulement. Donc à partir de données empiriques, vraiment très empiriques sur un référentiel qu'il étudie, il est capable donc justement un petit peu grâce à une historicité qu'il a acquise et un self-learning qu'il fait sur des conditions vraiment empiriques du modèle qu'il est en train d'étudier, il est capable un petit peu de prédire le comportement dans un état bien donné du référentiel en question. Et, alors, c'est-à-dire, c'est un peu compliqué, ça peut être utilisé pourquoi? Alors, ça peut être utilisé par exemple pour des instituts de sondage qui veulent
qui veulent prévoir Modèle prospectiviste, tout à fait, évolution, le comportement des clients ou des consommation, production, etc. Exactement, c'est un logiciel qui est utilisé également dans le marketing, pour les entreprises de marketing qui veulent connaître un petit peu comment on va réagir, quand est-ce qu'il faut lancer une campagne, quand est-ce qu'il faut lancer un nouveau produit, etc. Mais c'est aussi utilisé, par exemple, dans des entreprises industrielles, pour minimiser le rebut dans des chaînes de montage, notamment, essayer de découvrir où se trouve le problème. Ou, alors, le modèle économique que j'ai développé, c'est pour justement le monde aérien. C'est pour optimiser la maintenance des compagnies, la maintenance des avions pour les compagnies aériennes. Voilà. C'est quelque chose que je développe en ce moment avec eux. Alors vous dites que vous avez un projet, vous avez également une entreprise de conseil, accessoirement. Oui, j'ai aussi une entreprise de conseil puisque je suis effectivement, je suis moi-même en profession libérale. Voilà. Et vous êtes également alors président d'un conseil d'administration de Crédit Mutuel. Alors, oui. C'est quoi comment on devient Oui, alors le Crédit Mutuel, c'est une banque un petit peu particulière parce que c'est une banque mutualiste, c'est-à-dire que en fait, elle a un certain nombre de valeurs, justement la solidarité, c'est une valeur importante du mutualisme et aussi le devoir d'intervenir dans le tissu social local justement de la caisse, parce que le Crédit Mutuel en fait a cette particularité d'être en fait une banque avec une multitude de caisses qui sont toutes indépendantes les unes des autres. Il y a bien entendu des fédérations, il y a la fédération de région, il y a la fédération nationale, mais il y a également des caisses locales. Moi je suis président du conseil d'administration de la caisse de ma ville, qui est Asnières-sur-Seine, donc dans les Hauts-de-Seine. Et la caisse est donc une entité juridique à part entière. C'est pour ça que le conseil d'administration de la caisse d'Asnières-sur-Seine a donc véritablement un poids, puisqu'il les permet de contrôler l'activité de la caisse et de voter un certain nombre de mesures, de donner mandat au directeur pour un certain nombre de choses. Et en même temps, justement, il s'assure que les valeurs sont effectivement respectées, les valeurs de solidarité. Et c'est ça qui m'intéresse. Financer des projets au niveau local, des festivals, des associations. Voilà, voter ce genre de choses. Et ça devrait pas être le rôle de toute banque, ça, ou de toute entreprise? Oui, je suis d'accord avec vous. Ça devrait être le rôle de toute banque. Merci. Donc de financer l'activité économique et de permettre, justement, par cela, de permettre aux fléaux que sont le chômage, par exemple, de diminuer. Hein. Ça paraît peut-être un petit peu naïf de dire ça, mais ça devrait être effectivement le but des banques. Ça devrait être, c'est-à-dire en fait, ça devrait être le sens d'ailleurs de la gestion publique et aussi des élus, hein, donc aller dans le sens d'intérêt général. Malheureusement, les banques ne font pas ça. Pourquoi? Comment est-ce que vous expliquez ça? Alors ça, on le verra dans votre livre où on a finalement le livre qui s'appelle Le Témoin du temps, conte philosophique et musical, où il y a pas mal de passages sur l'argent, les banques, les systèmes de financement qui ne remplissent pas leur rôle. Donc pour vous, qu'est-ce que l'économie? Qu'est-ce que les banques? Qu'est-ce que l'entrepreneuriat? Et comment tout cela devrait fonctionner et à quoi cela devrait servir? Alors, à quoi cela devrait servir? Alors, les banques, comme on vient de le dire, malheureusement, aujourd'hui, comme de toute manière beaucoup d'entreprises de notre monde capitaliste libéral, sont principalement intéressées par le profit maximum, le court-termiste, le plus immédiat possible. Hein. On vit dans un monde assez spéculatif. Hein. La caricature extrême, si je peux l'évoquer juste en 2 secondes, c'est d'acheter pour revendre tout de suite. Hein. Donc, vous avez des investisseurs qui peuvent investir dans une entreprise, mais sans aucun projet industriel. Hein. Il s'agit simplement de pouvoir de rendre la mariée plus belle tout de suite et de la revendre en 3 mois, en 6 mois, plus cher. C'est quelque chose, malheureusement, qui est devenu récurrent. Vous êtes en train de nous dire que les banques devraient servir à financer les entrepreneurs, les entreprises, et pas à spéculer dessus. Oui, il y a complètement. Dans quel monde vivez-vous? Comment? Mais dans quel monde je vis? Mais c'est bien ça, c'est bien ce que je vous disais. C'est peut-être un petit peu naïf. Mais il n'y a pas si longtemps, dans les années 60, dans les années 70, où
on était toujours dans un monde capitaliste, mais il était quand même plus régulé. Et ça se passait un petit peu comme ce que je viens de vous décrire. Donc c'est pas totalement utopique. Hein. La machine s'est simplement enrayée et maintenant elle va à toute vitesse dans le mur. Hein. Enfin, c'est mon avis en tout cas. Vous vous battez justement pour que les banques soient capables de financer les projets d'entreprise, les entrepreneurs, l'investissement, le fonctionnement, bref, voilà. Tout ce qui est nécessaire à la dynamique entrepreneuriale et à la réalisation de beaux projets. Voilà, et c'est ce qui m'a notamment intéressé, savoir comment ça pouvait se passer si je pouvais agir un petit peu à mon humble échelle, quand par exemple j'ai postulé pour devenir président du conseil d'administration de la Caisse du Crédit Mutuel Comment on fait d'Anières. pour devenir président de... On est élu, hein. On est élu. Enfin, il faut être bien sûr client, avoir ses actifs au Crédit Mutuel, et puis ensuite on est élu par l'Assemblée Générale. Donc comme quoi les pubs énervantes à la télé, il y a quand même un fond... Les pubs du Crédit Mutuel, je peux vous assurer, il y a un fond de vérité. D'accord, très bien. C'est tout à fait juste. Bon alors, dans le témoin du temps, pourquoi un conte philosophique et initiatique? Alors en quoi c'est philosophique et initiatique? Qu'est-ce que ce livre, hein, d'où vient-il? Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire? Parce que manifestement, vous n'écrivez pas que ça. Vous avez des velléités de création artistique. C'est bien écrit. Je ne le dis pas par flagornerie ou quoi que ce soit. Quand je n'aime pas, je le dis aussi. C'est bien écrit, c'est effectivement philosophique, c'est à la portée de tous. Qu'est-ce qu'on y découvre dans le témoin du temps? Alors, c'est un conte philosophique, effectivement, un petit peu à la manière, je dirais, du Petit Prince, par exemple, pour prendre Entre un exemple le Petit connu. Prince et les contes voltairiens. Voilà, c'est aussi un conte très, très platonicien. C'est à mi-chemin entre le conte initiatique et le roman de science-fiction, parce que ça se passe à une époque futuriste, indéterminée. Et pourquoi j'ai écrit sur le temps? Alors, j'ai toujours été fasciné par le temps. Bon, là aussi, c'est un petit peu une tarte à la crème de dire ça, mais j'ai vraiment longuement réfléchi dessus. J'ai aussi beaucoup lu. Bon, c'est un sujet éternel hein, qui passionne l'humanité depuis Socrate ou même avant. Hein. Et il y a énormément de gens qui ont écrit sur le temps. Alors, j'ai essayé de faire quelque chose qui soit, comme vous venez de le dire, un petit peu à la portée de tout le monde. Et c'est vraiment le temps sous tous ses aspects, hein, à la fois mythologique, il y a pas mal de figures allégoriques, anciennes et modernes que j'utilise. Métaphorique. Voilà, c'est le temps sous ses aspects ontologiques de l'être, lui, vraiment sur la question philosophique, existentialiste, mais c'est aussi le temps sous sa forme pratique et physique aussi, relativiste. Alors on va s'arrêter là-dessus, sur le temps physique et le temps pour quelque chose. Là, j'ai noté ça, quelque chose d'extrêmement important. C'est pas un temps désincarné, mais un temps effectivement pour quelque chose. Donc ça, c'est un thème cher à Heidegger. Pourquoi est-ce qu'on a du temps? Qu'est-ce qu'on va en faire? Et donc, qu'est-ce que vous voulez en faire? Oui, alors en fait, le temps pour quelque chose, c'est ce qui m'a inspiré et ce que j'ai essayé de faire. C'est en fait de donner, de donner au lecteur les clés pour qu'il se découvre lui-même. Qu'il découvre quoi en lui-même? Qu'il découvre l'éternité qui est en lui. Si je peux paraphraser Chateaubriand, hein, qui disait l'éternité qui est en soi, en tombant au fond, c'est un proverbe chinois, tomber au fond de soi-même. Hein, donc c'est un puissant fond, plus on tombe, plus on est ébloui. C'est un petit peu l'exercice auquel j'essaie de me livrer d'ailleurs, et j'ai essayé d'expliquer ça dans ce conte. Alors pourquoi faire? Le but en fait c'est un petit peu de... C'est même pas seulement un petit peu, c'est de... Si vous voulez, c'est d'avoir des rapports plus authentiques avec son voisin. Voilà, c'est vrai. Alors authentique, c'est-à-dire malheureusement... Au fond, qu'il soit présent, qu'il soit dans l'instant présent, comme diraient les alchimistes, quoi qu'on fasse, il faut le faire pleinement, ici et maintenant. Oui, c'est exactement ça, profond, bon, faire pleinement, ici et maintenant. L'authentique, on
on l'a perdu dans nos sociétés modernes, en tout cas dans les pays riches, hein, encore plus que dans les autres. Les rapports, c'est un hymne à l'authenticité des rapports humains. Et je pense très sincèrement que ça résoudrait pas mal de nos problèmes si on avait un rapport plus authentique avec son voisin. Alors, c'est-à-dire, ça passe par quoi? Et ça passe justement par le rapport au temps. Ah, alors, c'est-à-dire? C'est-à-dire que, voyez-vous, pour moi, en tout cas, c'est le constat que je fais, hein, peut-être que je me trompe, mais c'est le constat que je fais. Le temps est devenu un ennemi dans nos sociétés ultra modernes, post-modernes même, où tout va trop vite pour tout le monde, on n'a plus le temps, on n'a même pas le temps de dire bonjour. Le temps est devenu un ennemi et donc on se bat en permanence contre le temps. Chacun gère son existence finalement comme une entreprise. Hein. La seule chose qui compte, c'est l'efficacité. Souvent, quand on arrive à 80 ans ou plus que de sa vie, on regrette un certain nombre de choses, hein, mais c'est trop tard. Donc il faut essayer, aussitôt possible, de lutter contre ça. Et donc pour moi, il faut changer son rapport au temps, et pour, justement, dans le but de construire une meilleure relation avec ce voisin afin d'apaiser tous les maux qui nous entourent. Alors ça comment passe. On fait on fait pour s'approprier le temps, ne plus courir, ne plus dire je suis sous l'eau, je suis charrette, j'en peux plus, etc. Ça passe par, selon moi, une construction de soi. Donc, mais il faut vraiment une sculpture de soi, comme auraient dit les Grecs. Exactement, mais il faut vraiment. Il faut être véritablement honnête avec soi-même. C'est un exercice très difficile. Hein. Alors, c'est-à-dire avoir du sens critique sur soi. Ça veut dire vraiment être capable de chaque moment de la vie, de chaque moment quotidien, être capable de le mettre en perspective avec son propre moi, son conscient et son inconscient en même temps. Et pour ça, il faut vraiment être capable. D'abord, il faut avoir un objectif, un objectif qui est justement la conquête de son. C'est un petit peu comme la conquête de sa propre liberté, hein, je dirais. Donc, de sa propre liberté, donc être capable de se confronter à un sens critique, à son propre sens critique sur soi-même. Et c'est compliqué, ça. Oui, ça prend du temps. C'est compliqué, ça prend du temps. C'est du doute en plus, enfin, c'est quand même pénible. C'est du doute, c'est pénible, c'est pas facile, mais pour moi, c'est indispensable. Et on y prend goût, hein, de toute manière. Hein. On y prend goût, on s'habitue, et finalement, on se rend compte que ça devient indispensable. Hein. Donc plonger en soi, être plus critique vis-à-vis de soi, essayer de bâtir des relations avec soi, l'autre, les autres, le monde, s'approprier le temps. Oui, exactement, mais c'est quelque chose qui... Et vivre l'instant, les instants d'éternité. Oui, il faut, en fait, il suffit, mais finalement, c'est à la fois compliqué et pas si compliqué. Si on prenait, ne serait-ce qu'au début, quelques minutes par jour, pour, par exemple, contempler un coucher de soleil, par exemple, humer je ne sais pas, l'odeur de la soupe de potiron qu'on vient d'acheter. Encore faut-il que ce soit une soupe de bonne qualité, ou une soupe de tomates. C'est-à-dire qu'il soit, oui, de la faire, c'est ce qui serait encore mieux. Et de se rendre compte que la tomate sent quelque chose, c'est pas du plastique. Donc on a véritablement fait soi-même sa soupe avec des tomates qu'on est allé acheter au marché, et non pas quelque chose d'industriel qui on va vivre pleinement l'instant et le ressentir pleinement. Voilà. Alors ça, c'est presque le zazen qu'on retrouve dans la philosophie. C'est le hic et nunc qu'on retrouve dans un certain nombre d'autres choses aussi. Effectivement, ça fait quasiment 10 000 ans qu'on dit ça. Prenons le temps, vivons pleinement, c'est l'instant, le présent. Il n'y a que le présent qui existe. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut faire n'importe quoi parce que le futur n'existe pas ou quoi que ce soit. Ça veut juste dire, quoi qu'on fasse, faisons-le bien et faisons-le intensément, comme si c'était la première et la dernière fois qu'on devait le faire.
Oui. Jouissons de chaque instant, Oui, pas simplement d'un point de vue épicurien, mais d'un point de vue esthétique, une philosophie esthétique. Oui, c'est exactement ça, et c'est en même temps aussi, en plus, donc prendre simplement quelques minutes de le faire, et puis le jour qui suit, quelques minutes de plus, et ensuite quelques minutes de plus, tout le temps. Et on se réapproprie un certain nombre de choses qu'on a complètement oubliées à cause de ce que je vous disais tout à l'heure, du fait que le temps va trop vite, qu'il faut tout gérer de manière efficace, etc. Et on perd un petit peu son humanité avec tout ça. Hein. Alors, comment est-ce qu'on fait pour retrouver non seulement notre humanité individuelle, mais également collective? Parce que c'est aussi le propos de votre livre, où nous avons un homme politique qui va, par la création de rêves artificiels, finalement, va être mis dans des conditions où il va révéler son moi intérieur, propre, face à la galaxie, face à l'ensemble des gens qui doivent voter pour lui, pour la prochaine présidentielle. Et donc les gens vont tout savoir de ses réactions vis-à-vis de l'inconnu, de la mort, de l'argent, d'un certain nombre de choses. Et ça nous place aussi vis-à-vis des grandes questions sur de l'action entrepreneuriale politique, de l'action politique que doivent faire les hommes politiques, qu'est-ce qu'ils peuvent faire, qu'est-ce qu'ils doivent arrêter de faire, comment on peut aller au-delà des populismes traditionnels, comment est-ce qu'on peut aller au-delà de la séparation des techniques des boucs émissaires, etc., pour au contraire essayer de réunir, de construire ensemble et d'œuvrer pour l'humanité. Pour le coup, c'est le propos de votre livre. Vous pouvez nous présenter un peu le personnage principal, Monsieur Police? Oui, bien sûr. Alors, effectivement, le personnage principal, Monsieur Police, c'est le narrateur en même temps. Il est candidat à l'élection suprême de la galaxie. Hein, et pour ça, donc, on le soumet à une sorte de test. Les électeurs vont pouvoir juger ce qu'il a un petit peu dans le ventre et dans la tête en même temps. Et ce test, c'est une sorte de sérum de vérité. Bon. Et donc, du fait de ce sérum de vérité qu'on va lui administrer, il va partir à la découverte de lui-même, justement. C'est tout ce qu'on vient de dire. Et à travers la découverte de lui-même, en même temps, en direct, dans toute la galaxie, l'ensemble des électeurs en puissance vont découvrir qui il est, un petit peu à son insu, je dirais, ou en même temps que lui-même. En même temps que lui-même, c'est en fait, c'était ce qu'il a de plus caché, de plus profond dans ses réactions, vraiment. Tout à fait. C'est une sorte de, comment dire, de protection contre le mensonge, qui, dans nos sociétés d'aujourd'hui, est érigé en principe absolu de gouvernement. Hein. Malheureusement, on en est presque là. Du moins, c'est mon opinion. Et donc, ce test, justement, c'est une protection contre ça. Donc, le narrateur, il part, du fait de ce test, donc de ce sérum de vérité, il va partir dans un grand voyage spatio-temporel, qui est un petit peu le ressort du conte. Et à travers ce voyage spatio-temporel, c'est en fait une métaphore, je dirais, de l'apprentissage de sa propre liberté, justement, de sa propre liberté, de sa propre finitude, et également de la manière dont il est relié au monde et à l'univers. Absolument, voilà, c'est exactement ça. Donc c'est le ressort du livre. Et donc, ce qui fait que bien sûr, on évoque la construction de soi, telle qu'on vient de la définir tous les deux. Et en même temps, puisque lui est un responsable politique, à travers la construction de lui-même, donc la recherche un petit peu du rapport authentique, qui est un petit peu la leçon du témoin du temps, là, du rapport authentique à autrui, lui, en tant que responsable politique, ce qu'il doit rechercher, donc, dans le temps politique, c'est être utile. C'est également ce qui doit prévaloir dans l'action politique. Et être utile, et notamment, c'est ce que je pense en tout cas, amener de l'humain dans l'action politique. Ou enfin, en tout cas, c'est un petit peu la leçon là aussi. L'humain, c'est ce qui doit prévaloir, c'est l'objectif, c'est ce qui devrait être l'objectif de toute action ou de tout projet. Alors, c'est-à-dire
pour vous, qu'est-ce que c'est cet humain dans l'action politique? Ça veut dire quoi? Quel doit être le projet politique? Que doit être véritablement la politique? La politique, ça doit être porté par quoi? Par des partis, par des citoyens, par tout un chacun, par des leaders, par des visionnaires, par des gens qui savent, qui sont des leaders charismatiques, qui savent tout faire et vont apporter sur un plateau en or l'ensemble des solutions? Non, pour moi, c'est chaque citoyen doit agir, il doit s'approprier son avenir. C'est un petit peu ce que disaient les philosophes de la Renaissance, hein, l'homme de devenir acteur de sa propre destinée. C'est la démocratie, et si elle veut dire quelque chose, est vraiment basée là-dessus. Chaque citoyen doit agir à son échelle, hein, dans l'espace local, dans l'espace du quartier, de l'association, de la commune. C'est indispensable. Sinon, si c'est pas le cas, eh bien, quand il démissionne, eh ben, on arrive à ce qu'on voit, des dérives comme des partis ou des responsables politiques qui deviennent impotents. Voilà, votre propos, c'est de dire n'attendons rien des partis en eux-mêmes. Faisons attention à ne pas réclamer, nous plaindre aussi ou quoi que ce soit. Agissons à titre individuel et collectif. Agissons ou forçons les hommes politiques et les responsables, puisque agir est pour le bien commun. Pour l'intérêt général. L'unité, l'intérêt général. L'action politique, c'est d'aller dans le sens de l'intérêt général. Et l'humain, c'est ça. C'est-à-dire, je vais vous citer le Pythagoras, qui est un sophiste contemporain de Socrate, un petit peu intérieur, qui disait l'homme est la mesure de toute chose. C'est quelque chose qu'on a complètement oublié, hein, mais effectivement, si on a un superbe projet, mais l'homme n'est pas au centre du projet en question, bah, ça sert à quoi? À rien. C'est ce que disait Charles de Gaulle, évidemment. Mais dans votre... au-delà de ça, il y a une dimension presque spirituelle. J'allais dire, c'est pas un homme simple au centre de toute chose, c'est un homme qui est en même temps éveillé, qui a une conscience. C'est un homme qui est relié, je n'oserais dire au divin en lui, mais au moins qui est relié à l'univers, qui se sent faire partie de l'univers. Ah mais absolument, d'ailleurs, je suis content que vous disiez cela, ça veut dire que j'ai peut-être réussi ce que j'ai tenté de faire en écrivant le livre, parce que le livre, c'est, en fait, je l'ai écrit comme un fil conducteur entre chacun d'entre nous et l'esprit du monde. C'est Platon, c'est l'ultimate du Platon, l'ultimate de Platon, un de ses dialogues les plus connus. C'est vraiment ça, donc l'esprit du monde dont nous détenons d'ailleurs tous une part, justement. Exactement. C'est Platon et Hermès Trismégiste. Je suis en tout et tout est en moi. Je suis une partie du monde et le monde. Absolument. Et donc, effectivement, c'est l'homme dans l'univers, finalement tout est lié, hein. C'est le rapport au temps, c'est le rapport à son voisin, à rendre autant, à essayer de travailler pour qu'il devienne authentique. Et à partir de là, chacun peut agir, on peut agir ensemble et justement changer le monde en mieux. Pour créer une humanité meilleure. Pour créer une humanité meilleure. Voilà. Alors après cet épisode spirituel et positif, je vous propose un petit intermède poétique. Parfait. Alors je crois que vous nous avez apporté 2-3 petits poèmes courts, d'auteurs que j'aime bien par ailleurs. Vous pouvez nous les lire, nous les présenter et nous les commenter? Oui, bien sûr. Vous les avez apportés? Alors, donc ce sont 3 petits poèmes effectivement très courts en prose. Donc j'ai choisi que j'aime bien, hein, j'ai choisi pour les idées qu'ils véhiculent pour le fond. Hein. Donc le premier est un poème de deux poètes arméniens, Siamanto et Daniel Varoujan, écrit en tout cas en 1915 au moment du génocide arménien. Oh, qu'importe la vie qui se meurt lorsque le rêve est immortel. J'ai compris qu'il fallait encore inventer la justice et conquérir la liberté. Alors bon, c'est effectivement assez sombre, hein, les circonstances à l'époque le justifiaient. C'est une inscription qui se trouve d'ailleurs sur le monument mémoriel sur la stèle du génocide. Oui, qui se trouve à Chaville, hein, dans les Yvelines. Donc destiné à la mémoire du génocide qui a été reconnu par la France il n'y a pas très longtemps. Et c'est un... Je trouve que c'est merveilleusement dit.
C'est un court poème qui concerne finalement l'humanité entière et qui est ô combien brûlant d'actualité. Hein. Ça fait un siècle, 1915-2015, quand on voit ce qui se passe aujourd'hui. Malheureusement, Les d'actualité. conflits un petit peu partout, c'est vraiment brûlant d'actualité et pas seulement Pour du faire fait le d'avoir... lien, est-ce que vous pensez que nous avons omis, oublié cette part de, non seulement d'espoir, mais de rêve pour nous-mêmes, pour notre humanité et pour un nous, justement, qui n'existerait plus? Ah, mais je pense effectivement qu'on a oublié qu'il fallait encore inventer la justice et conquérir la liberté, pour reprendre les termes qui sont dits là. Hein. Pourquoi parce que, comme on disait tout à l'heure, la vie aujourd'hui, c'est un combat pour beaucoup de gens, un combat simplement pour exister, hein, Pour la survie. pour la survie. Les gens ne vivent plus, on n'est pas dans l'instant d'éternité, mais simplement dans la survie. Exactement. Et il y a aussi le fait que les gens sont un petit peu en attente d'un commandeur qui serait capable de changer les choses en un claquement de doigts et donc de rétablir la justice. Mais méfions-nous de ça, absolument. Alors, autre petit poème, un poème de Khalil Gibran, donc un poète libanais de la première moitié du XXe siècle. écrit sur le prophète, Le prophète, c'est l'ouvrage le plus célèbre, oui. notamment. Donc, alors, un arbre dit à un homme, mes racines plongent dans la profonde terre rouge, et je te donnerai mon fruit. Et l'homme dit à l'arbre, comme nous sommes semblables, mes racines, elles aussi s'enfoncent profondément dans la terre rouge, et la terre rouge te donne le pouvoir de m'accorder ton fruit, et la terre rouge m'apprend à le recevoir de toi, en action de grâce, grâce au pluriel. Alors, je trouve ça aussi absolument magnifique de symbolique. Pourquoi ? Parce que la terre rouge, elle évoque, pour moi en tout cas, le sang nourricier. Le sang de la terre. Le sang de la terre, c'est vraiment la communion avec la nature qui se meurt. Hein. On est à Paris, c'est la COP21 en ce moment, donc on est un petit peu à son chevet, un petit peu beaucoup, hein. Mais ça évoque tout à fait la communion avec la nature qui nous nourrit, qu'on oublie de plus en plus. Je vous disais tout à l'heure, on perd notre humanité, on se robotise. Tout dans notre époque postmoderne nous robotise, même Internet nous robotise. Je pense qu'il faut y faire attention. On perd ce lien essentiel avec les éléments, avec la terre. Oui, avec l'eau, tout à fait. Avec leur contact. On ne sait plus ce que c'est que les odeurs, on ne sait plus, on perd le lien avec son voisin. Parfois, on évite même de penser. On oublie de penser. Google nous empêche de penser de temps en temps, parfois, puisqu'il est là, c'est bien pratique. Je pense qu'il faut faire attention à ce genre de choses. Et les actions de grâce, ici, dans le poème de Khalil Gibran, pour moi, ça évoque aussi la prière, les sacrifices que faisaient les civilisations anciennes, hein, justement aux dieux, pour appeler à une meilleure récolte, à des pluies nourricières, notamment. Mais on peut aussi imaginer l'arbre comme étant justement son voisin. Le voisin dont on a besoin pour se connaître en tant qu'homme ou femme, à qui on peut amener quelque chose, qui nous enrichit de la même façon que cet arbre qui donne son fruit. Enfin, c'est une métaphore ici. Et ces échanges-là, on en a besoin d'ailleurs pour abattre les murs de peur, de haine et d'incompréhension. Tout à fait. Ça me fait penser à une citation que j'aime beaucoup de Lévinas, qui disait la véritable courbure de l'espace, c'est la rencontre d'autrui. C'est quelque chose que j'ai pensé quand j'écrivais le livre, d'ailleurs, justement, parce que je parle beaucoup d'espace là-dedans, mais c'est exactement ça. Il y a du temps, il y a de l'espace, mais un espace qui relie. C'est non pas un espace avec une distance, mais un espace proche, effectivement, de proximité, de rencontre, de voyage, où on voit, et c'est ce que nous apprennent tous les contes philosophiques, pas simplement le vôtre, que tout voyage intérieur est un voyage de rencontre vers soi, mais aussi après, et parallèlement vers l'autre et les autres,
et le monde. Oui, On s'aperçoit que je, toi et nous, finalement, sont peut-être la même chose. Elles sont profondément reliées. C'est l'objectif, oui. Et puis ces instants de grâce dont parle Khalil Gibran, effectivement, ces instants de grâce sont aussi ces moments que l'on ressent de plénitude. On parlait du Hic et Nunc, ou de ces instants d'éternité. Eh bien, c'est peut-être ça. C'est la grâce, c'est comme le sublime, c'est comme dirait Schiller, c'est un instant d'éternité. Absolument, c'est exactement ça. Alors pour un troisième petit poème. Le troisième petit poème. C'est vraiment de la gourmandise, on aime ça aussi. Alors c'est une figure tutélaire de la littérature américaine du 19e siècle, Walt Whitman. Alors si vous permettez, je le lis peut-être en anglais et ensuite je traduis. Oui, allez-y. Alors, to the states, or any one of them, or any city of the states, resist much, obey little. Once unquestioning obedience, once fully enslaved. Once fully enslaved, no nation, state, city of this earth ever afterwards resumes its liberty. Donc c'est dans son poème qui s'appelle To the States en 1860, il a écrit cela, donc je traduis. C'est comme une sorte d'incantation aux États-Unis d'Amérique, en tant que nation. Donc, aux États des États-Unis d'Amérique, ou à n'importe lequel d'entre eux, ou à n'importe quelle ville des États-Unis d'Amérique, résistez un maximum, obéissez un minimum. Si d'aventure vous en veniez à obéir sans aucune condition à tout, alors c'est équivalent à l'asservissement le plus total. Et une fois totalement asservi, aucune nation, aucun État, aucune cité sur cette terre ne peut jamais retrouver pleine liberté entière. Alors, cet asservissement, on ne va pas aller plus en détail sur les différents asservissements de notre société. Ils sont, je crois, multiples, qu'ils soient professionnels, politiques, qu'ils soient dans le contrôle de la pensée, dans ce qui est baptisé la psychologie sociale, c'est-à-dire l'orientation des comportements de masse, c'est-à-dire la manière de se comporter de manière individuelle, collective, etc. Oui, donc résistez beaucoup, faites valoir votre esprit critique, on va dire, et puis obéissez peu et ne succombez pas aux injonctions Tout à fait. Systématiques véhiculées par nos systèmes de vie, de consommation, de production. Exactement. Et c'est très révolutionnaire ça. Hein, si on m'avait dit non pas un banquier, mais un président de conseil d'administration de banque pouvait avoir ce discours. Non, mais c'est pas. Oui, enfin. Non, si j'ai pris ça, c'est pas parce que c'est révolutionnaire, c'est plus parce que, comme je le disais tout à l'heure, il faut prendre son destin en main. C'est un petit peu ça, parce que c'est un. Les inconnus disaient à un moment, prends-toi en main, c'est ton destin. Oui, mais c'est parce que c'est un. Enfin, je pense, c'est un appel à combattre l'injustice aussi. Et notamment l'injustice créée par la société moderne. On en parlait aussi tout à l'heure. Les démocraties, aujourd'hui, bon. Il y a plein d'injustices sur Terre, dans nos démocraties, en France comme ailleurs, il y en a énormément. Il y a déjà la violence inouïe qu'est la pauvreté. C'est la première des violences. C'est une violence exactement, absolument abominable. Mais il y a aussi la violence contre les minorités, contre les penseurs libres qui veulent penser autrement que la bien-pensance, comme on dit, ou enfin en tout cas le politiquement correct, contre toutes les formes de contre-culture. Il y en a en permanence. Et il faut être vigilant en permanence. Michel Onfray vient de retarder la publication d'un essai pour ne pas mettre d'huile sur le feu, mais comme quoi les penseurs libres, qu'on les aime ou qu'on les aime pas, sont eux-mêmes s'auto-censurent, c'est quand même terrible. Oui, mais en tout cas, c'est pour ça que j'aime beaucoup ce poème. Alors on va passer à notre troisième partie d'émission, mon questionnaire « Changer le monde ». Qu'est-ce qui vous fait rêver? Ce qui me fait rêver, c'est l'infini. C'est quoi l'infini?
Alors, l'infini, c'est beaucoup de choses. C'est à la fois l'espace-temps, c'est à la fois l'horizon qui, quand on est sur la mer, sur l'océan, et qu'on voit justement très loin et qu'on ne peut jamais atteindre, au fur et à mesure qu'on s'en approche, il s'éloigne. C'est aussi la beauté que je peux voir dans une œuvre d'art, dans un tableau, dans un morceau de musique. Ça sert à quoi une œuvre d'art? Une œuvre d'art, ça Enfin, sert pour vous, qu'est-ce que ça vous apporte? à contempler, à la contemplation. À la contemplation un peu schopenhauerienne, je dirais. C'est-à-dire, c'est une forme d'apaisement. Oui, ça me caractérise un petit peu. C'est-à-dire une forme d'apaisement qui est nécessaire pour réfléchir avant d'agir. Alors on n'en a pas parlé, mais vous êtes profondément mélomane aussi dans le livre Le témoin du temps. Il y a des flashcodes avec un accompagnement de pièces de Schubert, de Beethoven, qui guident la lecture, Oui. qui guident. Du moins, ça met dans un état particulier, et c'est très agréable. Quel est votre rapport à la musique? Alors, effectivement, je suis mélomane. Mon rapport à la musique, eh bien, il est presque fusionnel. Enfin, non, mais il est même vraiment fusionnel. Je vais souvent en concert d'ailleurs. Vous êtes pianiste vous-même? Oui, je joue un petit peu du piano. Enfin, je suis débutant, mais je joue effectivement un petit peu du piano. Et j'aime beaucoup le piano, notamment. Donc là, dans Le témoin du temps, ce sont des morceaux effectivement de musique donc pour piano ou des transcriptions pour piano d'œuvres orchestrales, comme par exemple du Schubert, effectivement. Il y a du Chopin, il y a du Beethoven, il y a du Liszt. Et c'est vraiment le rapport avec la musique, c'est la beauté, c'est la vérité. Si vous voulez, c'est vraiment la beauté du monde, ou en tout cas ce qu'il y a de plus bon en l'homme qui se réalise dans l'art en général, et aussi la musique, notamment la musique, parce que je pense elle réconcilie un petit peu tout ce qu'il y a de bon, de bien. Voilà, c'est exactement ça. Alors ça, j'ai retrouvé des sensations synesthésiques, j'allais dire, telles que j'avais pu les vivre dans le jeu des perles de verre d'Hermann Hesse aussi, qui est un livre où la musique, c'est écrit avec une musicalité, c'est écrit comme une partition de musique, et puis la musique est quelque chose d'important dans la contemplation, dans l'atteinte spirituelle de soi, des autres, etc., dans la transformation de soi, du monde, et effectivement dans cette recherche de vérité, de grâce, de sublime, etc. Ah oui. Comment aimez-vous? Comment j'aime je dirais avec passion. Enfin, c'est ce que j'essaye. C'est pas très original, je pense, comme réponse, mais c'est la vérité. Vous êtes conscient de quoi? Je suis conscient de ce qui m'entoure. En tout cas, j'essaye. Je pense avoir maintenant assez de maturité pour ça. Comment s'invente-t-on? Comment s'invente-t-on? Ah, eh bien alors, en étant cohérent avec tout ce que j'ai dit avant, par le rapport avec le rapport à l'autre. Oui, vraiment, c'est ça. Qu'est-ce qui est magique pour vous? La vie. Qu'est-ce que vous aimeriez faire disparaître ou apparaître avec une baguette magique? J'aimerais faire apparaître des extraterrestres pour pouvoir échanger avec eux. C'est l'échange ultime absolu. Et ce que j'aimerais faire disparaître, je vous dirais, c'est la souffrance. Oui. Disparaître la souffrance et faire apparaître des... Alors pourquoi les extraterrestres? Pour en apprendre quoi? Qu'est-ce qu'une sagesse, une orientation de civilisation, quoi? Quelle serait la question que vous pourriez poser à des extraterrestres? Oui, il y en aurait La beaucoup, première. je pense. Allez, les trois premières questions. Allez, si. Trois premières questions, un extraterrestre. Je voudrais savoir comment
quel est son rapport avec ce qui l'entoure. Enfin, à travers, oui, comment est-ce qu'il est, parce que nous, le rapport avec ce qui nous entoure, on l'a à travers nos cinq sens. J'essaierai de comprendre, je poserai la question là-dessus, comment est-ce qu'il me voit, comment est-ce qu'il m'entend, déjà, ce serait la première question. La deuxième, ce serait par rapport à sa société, sa civilisation, oui, sa vie, est-ce que son espèce, et puis la troisième, ce serait est-ce que le temps existe chez eux, est-ce qu'ils meurent, comment ils appréhendent l'existence. C'est important la mort? Très important. C'est quoi pour vous? La mort, pour moi, fait entièrement partie de la vie. Elle ne devrait pas être... Disons, ça ne devrait pas être une crainte. Pour moi, ça devrait être un aboutissement. Mais pour ça, il faut être sur le bon chemin, il faut avoir trouvé, et c'est l'objet de la construction de soi. Il faut œuvrer. Il faut trouver la pierre philosophale qui est en nous. Qu'est-ce que l'humanité? L'humanité, c'est mes semblables. Et j'en fais partie, comme vous, comme chacun de nous, au même titre. Qu'est-ce que s'engager? S'engager, c'est justement essayer d'être utile, de mettre ses forces dans un projet pour être utile à l'humanité. Qu'est-ce que l'homme? L'homme, c'est un animal pensant. C'est un animal pensant et pas toujours d'eau de raison. Qu'est-ce que la femme? J'ai entendu un misogyne qui disait pareil, mais pire. Non? Oui, si je m'écoutais, je pourrais dire la femme, c'est elle qui fait perdre la raison à l'homme, justement. Mais non, la femme, c'est la beauté. C'est la mère de l'homme. Vers qui peut-on tendre Vers l'infini. Comment devenir soi? En étant curieux. C'est qui l'autre? Mais l'autre, c'est soi, mais transformé. Qu'est-ce que l'univers? L'univers, c'est soi-même une fois qu'on est arrivé au bout. Quelle est votre vision du monde? Ma vision du monde, je dirais que ma vision du monde, elle est actuellement, elle est assez sombre, et je dirais que le monde il est dans un état, on est à son chevet et on se doit impérativement, si vous voulez, on se doit impérativement d'agir pour l'offrir aux générations futures dans un état un petit peu meilleur, qui ne soit pas dans un état de survie, mais en tout cas un état qui puisse l'amener à perdurer et à se régénérer. Alors on retrouve là le philosophe entrepreneur nietzschéen en vous. Vous pensez finalement en mélancolique ou en pessimiste et vous agissez néanmoins en entrepreneur pour ne pas subir le monde, mais quand même continuer à l'inventer et le transformer. Oui, je pense qu'il ne faut surtout pas rester pessimiste. Quelle est votre richesse? Ma richesse, c'est le fait d'être curieux. Que pouvez-vous
apporter au monde? Simplement mon envie de réussir dans quoi que ce soit finalement, mais j'ai envie de réussir. À la fin de votre vie, vous souhaiteriez que les gens, que vos amis se souviennent de quoi vous concernant? C'est votre testament philosophique, presque. Oui, je dirais ce que j'aime. Eh ben, j'aimerais qu'ils se souviennent de l'aide que je leur ai apportée pour qu'ils deviennent eux-mêmes, justement. Et en étant... Ça, je le fais en étant, si vous voulez, parfaitement authentique, et c'est-à-dire en fait très franc, en général, avec mes proches et mes amis. C'est quoi le beau? Le beau, euh, le beau, c'est l'accomplissement du chemin intérieur. Qu'est-ce que le sublime? Ah, le sublime, c'est l'harmonie du cosmos. Donc, lorsque les hommes se retrouvent. Et l'instant d'éternité de Schiller. Oui. Faut-il croire pour changer le monde? Croire. Vous parlez de croire en Dieu. Non, je pense pas que ce soit nécessaire de croire. Je pense qu'il faut simplement avoir confiance. Ma seconde question pouvait être, faut-il croire et à quoi, effectivement. Alors, quelles sont vos 3 idées pour changer le monde et bâtir concrètement une humanité meilleure? 3 idées concrètes, 3 changements de représentation, 3 types de comportements. 3 idées, 3 types de comportements. Alors, d'abord, la première, c'est d'être franc avec soi-même et de construire des relations apaisées avec son environnement le plus proche. Bon. La deuxième, c'est à l'échelon politique. À l'échelon politique, c'est d'agir ce soit, comme je disais tout à l'heure, localement, hein, en association, en municipalité, d'agir et de prendre le pouvoir. Hein, donc de prendre un pouvoir local et par ricochet le pouvoir politique jusqu'au sommet de l'État. Hein. Donc ça, c'est les petites rivières qui font les grands fleuves. Et le troisième, ce serait mais là, c'est vraiment quelque chose qui peut se faire qu'à plus long terme. Mais si on a d'abord construit les premières fondations, le troisième, c'est de ne... Pour ce qui concerne les relations, alors cette fois-ci entre États, entre nations, puisque votre question va sur changer le monde. Hein. Donc on commence par soi, ensuite l'échelon un petit peu supérieur, local, puis la politique nationale, et puis ensuite pour ce qui concerne la relation entre les nations, de ne plus avoir de nations qui pèsent plus que d'autres. C'est-à-dire dans tout ce qui est, par exemple, dans tout ce qui est organes supranationaux, One man, one vote. Chaque nation a effectivement une voix et on n'est pas des poids importants en ce qui concerne certaines nations ou des organismes qui en fait ne travaillent qu'aux intérêts de leur actionnaire majoritaire par exemple et non pas aux intérêts de la planète. Alors avant de conclure, une petite citation qui vous représente ou quelque chose pour conclure cette émission. Une citation qui me représente, oui, j'en ai beaucoup là. Je dirais par exemple Paul Ricoeur, que j'aime beaucoup, qui disait le plus court chemin vers soi, c'est l'autre. Eh bien, merci Stéphane Bellocine.
Alors aujourd'hui encore, nous avons pu voir que nous pouvons faire de nos vies un art, être les poètes de nos existences, écrire nos vies, changer le monde et bâtir ensemble concrètement une humanité meilleure. Car ensemble tout devient possible et que le changement, c'est maintenant.